suis désolée, j'entendais, j'ai une madame qui me parlait en même temps, elle me disait que vous étiez tous en écoute seule. Donc, c'est ça, vous avez fait des demandes pour des webinaires, des sujets qui vous intéressaient, puis on vous a écouté. Donc, ce soir, c'est un autre de nos sujets qui est quand même un sujet qui nous tient à cœur. Donc, on a vraiment hâte de vous en parler. Et je sais qu'il est déjà 7 heures. Je regarde mon heure ici, mais on va juste laisser la chance aux gens peut-être de se connecter. Comme je mentionnais, il y a un orage dehors à plusieurs endroits. Donc, c'est possible que l'Internet manque ou qu'il y ait un problème de connexion. Donc, on va juste laisser un petit 2-3 minutes encore pour laisser les gens entrer parce qu'encore là, sur 400 quelques personnes, il y a juste 73 personnes d'entrée. Donc, on va vraiment attendre un petit peu. Comme je le mentionnais, je vais me répéter parce qu'il y a des gens qui entrent, mais si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer des questions dans le chat. On va vraiment tenter d'y répondre le mieux qu'on peut. Mais dans le fond, on va avoir nos 2 experts qui vont être capables de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions, à nous envoyer des commentaires. Il y a quelqu'un, comme je le mentionnais, là, qui est là, qui va être capable de m'envoyer les questions. Moi, je vais les poser. Puis, on va avoir des petits sondages aussi là, pour apprendre à vous connaître, à savoir un peu dans quelle tranche d'âge se situent vos enfants pour avoir votre son de cloche aussi. Puis on va pouvoir, les intervenants vont pouvoir en discuter après là, en regardant vos réponses aux différents sondages. Donc, ça va être un petit peu interactif. Mais je sais que vous pouvez pas nous parler en ce moment, mais nous, on va vraiment tenter de rendre ça, la portion présentation, mais aussi interaction avec les intervenantes. Là, donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ça monte, on est à 90. Ça s'en vient. Myriam, est-ce que tu es encore en ligne? Oui, je suis en ligne. OK, c'est beau. Je voulais juste m'assurer. Comme je vous mentionnais, Myriam, c'est la présidente du comité de parents. Puis elle aussi, je pense qu'elle avait des problèmes techniques, donc on n'est pas capable de la voir sur la caméra. On aurait aimé ça être capable de la voir, mais au moins on l'a au téléphone. Donc, quelques minutes encore, je vais vous présenter, je vais laisser la parole à Myriam, puis après, je vais vous présenter les 2 intervenantes. Puis après ça, on va pouvoir commencer la présentation. On est à 80. Là, je suis en train que mon écran gèle un petit peu. J'espère que. Puis, comme ça peut être coupe, peu importe. Nous, on va vraiment. La présentation va après la présentation. Donc, vous allez avoir accès. Si vous avez manqué quelque chose, vous avez quelque chose que vous voulez valider ou retourner voir, ça va être disponible là, sur la plateforme CECCE. Oui, ça semble être la même situation pour tout le monde. Il semble y avoir des petits pépins au niveau de la qualité de l'image et ça semble couper un petit peu. Là, donc, soyez indulgents. On va essayer de régler ces petits pépins-là. Les orages ne nous aident pas beaucoup. En plus de la canicule, les orages, le COVID, je dis que c'est une semaine occupée. Donc, on va essayer de faire notre possible pour garder avec nous.
Oui, donc on me donne le signal que peut-être que justement là, les conditions font en sorte qu'il y a des gens qui sont pas capables de se connecter. Donc, on va tout de même commencer la présentation. Puis, comme je mentionnais, si jamais vous avez d'autres parents que vous connaissez qui aimeraient écouter la présentation à la suite de ce soir, ça va être disponible dans le centre de ressources du CECCA. Donc, n'hésitez pas à partager l'information. Le lien sera disponible aussi. Donc, je vais commencer par laisser la parole à Mme Vaillancourt, qui est la présidente du comité de participation des parents. Comme je mentionnais tantôt, ce comité-là est un comité qui vous offre des ressources pour vos enfants selon votre demande. Puis, ils vous ont écouté dans le fond. Donc, le sujet est vraiment un sujet qui a été apporté par vous. Donc, Mme Vaillancourt, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Oui, je fais partie du comité de participation des parents. Puis, je profite un petit peu de l'occasion pour promouvoir le comité parce qu'à chaque automne, on demande à des parents de se joindre à nous. Alors, vous allez peut-être voir passer un courriel qui demande des candidatures plus tard à l'automne. Alors, nous sommes un comité de consultation composé d'une dizaine de parents du CECCA. On se réunit 4 fois par année. Puis lors des réunions, il y a toujours une direction d'école, un membre de l'équipe de la surintendance avec son personnel de soutien, un représentant du clergé, parce on tisse des liens avec la communauté, ainsi qu'un membre de parents partenaires en éducation, sans oublier aussi les conseillers scolaires. Alors, nous avons aussi des invités qui nous expliquent leur dossier, comme par exemple celui de la petite enfance, l'environnement, le profil de sortie de l'élève ou la transformation de l'apprentissage. À notre dernière rencontre virtuelle, évidemment, nous sommes allés en coulisses virtuelles, bien sûr, à la découverte du plan de continuité pour découvrir ce qui se passe derrière la scène de l'école en ligne. Alors, nous avons été très impressionnés du travail colossal et vraiment extraordinaire que tout le personnel du CECCA a fait depuis la fermeture des écoles. Je le dis encore, c'est colossal et on était vraiment impressionnés. Alors, j'en profite pour remercier tout le monde au CECCA pour ce travail-là. Puis je veux nous remercier, nous aussi, les parents, pour notre engagement auprès de nos enfants. Nous aussi, je pense qu'on est extraordinaires. Donc, je suis heureuse de constater que vous êtes en grand nombre pour ce dernier webinaire d'une série de 3. C'est une initiative du comité de participation des parents parce que ça fait partie de notre mandat, puis d'offrir des ressources aux parents. Mais je remercie le CECCA d'avoir élaboré l'atelier pour nous. Puis je suis confiante que vous ressortirez de cette rencontre avec des éléments pour accompagner votre enfant parce que vous êtes vraiment entre bonnes mains avec Jacqueline et Vicky, 2 de nos travailleurs sociaux au CECCA. Je vous souhaite donc un bon webinaire et une belle fin de soirée ensuite. Merci, bye. Merci beaucoup, Mme Vaillancourt. En effet, c'est vraiment une période d'adaptation dans les derniers mois, comme je le mentionnais tantôt. Puis je pense que tout le monde a fait un travail vraiment impressionnant par rapport à toute cette situation-là, autant chez les parents que chez les intervenants au CECCA. Donc, on est vraiment content d'être là avec vous ce soir pour vous présenter un atelier sur la santé mentale des enfants et des adolescents. Je vais me présenter. Mon nom est Cindy, donc je serai votre facilitatrice pour ce soir, votre animatrice. Donc, je vais donner la parole aux 2 animatrices sous peu, mais en vous mentionnant encore que le chat est disponible. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je vais faire des petites interventions en les écoutant au fur et à mesure pour tenter de répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Donc, cette présentation vise à mieux comprendre la santé mentale et à découvrir des stratégies positives pour aider nos enfants et nos adolescents à bâtir leur résilience. On sait que dans cette période de confinement, c'est vraiment pas évident non plus. On peut pas voir nos amis, tout ça. Donc, je pense que les intervenants vont vous donner quelques petites stratégies pour accompagner vos enfants là, à travers cette période-là. Puis, cet atelier-là va être animé par Mme Jacqueline Erner et Mme Vicky Coughlin, qui détiennent toutes les 2 une maîtrise en travail social à l'Université d'Ottawa.
Donc, on est vraiment chanceux de pouvoir les avoir avec nous ce soir. Madame Epner était travailleuse sociale au CA-CCA depuis maintenant 7 ans. Puis, elle agit comme coach auprès des écoles pour le programme SCP. Donc, SCP, c'est le soutien comportemental positif. Puis, elle est aussi une membre active du comité Respect, qui est un comité qui a été mis en place pour contrer l'intimidation au CA-CCA. Quant à elle, Mme Coughlin est travailleuse sociale depuis maintenant 7 ans et elle aussi est coach depuis l'année dernière pour le programme SCP. Puis elle est membre active du comité parents qui vise à produire des ressources informatives à l'intention des parents de la communauté scolaire. Donc, on est vraiment contente de vous avoir avec nous ce soir. Je vais vous laisser la parole. Donc, je pense que c'est Mme Epner qui va commencer, puis Mme Coughlin va pouvoir poursuivre. Puis, comme je le mentionnais, là, je vais peut-être vous interrompre pour poser des petites questions au fur et à mesure. Puis, n'oubliez pas que vous devez poser les questions dans l'espace questions et le chat pour commenter. Je pense que vous avez une section là, où est-ce que ça va être vraiment les questions à poser. L'autre section, le chat. Vous pouvez commenter ou poser des questions, mais juste distinguer les deux sections. Donc, bonne présentation. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Jacqueline. Merci pour cette belle introduction. Aujourd'hui, on va vraiment vous parler de la santé mentale. Puis, l'objectif, vraiment, c'est de vous informer et de vous sensibiliser sur ce qu'est la santé mentale, mais aussi de vous permettre de prendre conscience de votre capacité à appuyer votre enfant ou votre adolescent quand ça vient à la santé mentale. Donc, dans notre présentation, vous allez voir, on va faire un début où on va vraiment faire la différence entre la santé mentale et la maladie mentale pour ensuite offrir quelques pistes qui vont vous permettre de mieux soutenir vos enfants parce que c'est vraiment ça l'objectif. On veut que nos jeunes se sentent soutenus, puis on va vous donner des pistes pour que ça l'aille bien. J'aimerais juste préciser avant de continuer, pour les questions, ça serait vraiment important que les questions soient plus par rapport au contenu ou des précisions par rapport à ce qu'on dit. Avec le temps limité, on ne peut pas nécessairement aller dans des études de cas vraiment spécifiques. Si vraiment vous avez des inquiétudes par rapport à votre enfant puis que vous avez besoin de parler à quelqu'un, on vous suggère fortement de communiquer avec soit la direction d'école ou vous allez voir qu'on a des ressources à la fin de notre présentation, des ressources externes. Puis ça va vous permettre de vraiment avoir un suivi plus approfondi plutôt qu'une réponse très rapide quand il va nous manquer beaucoup trop d'informations pour pouvoir vraiment donner une bonne réponse puis vraiment vous appuyer. Donc, si vous avez des questions qui sont vraiment plus précises par rapport à votre enfant, la première étape, ça serait probablement de communiquer avec votre direction d'école puis juste de partager vos inquiétudes. Ceci étant dit, toute question par rapport au contenu ou plus général par rapport à la santé mentale, Vicky et moi, on va faire ce qu'on peut pour les répondre. Je sais que dans nos collègues, ils ont eu plusieurs questions, donc on va vraiment essayer de répondre au plus de questions possibles. Ce qu'il faut savoir aussi avant de commencer, c'est que tout le monde a une santé mentale. Trop souvent, santé mentale est automatiquement associée à maladie mentale. Mais c'est deux choses différentes. Puis on va vraiment vous démontrer cette différence. Mais on peut le voir un petit peu comme notre santé physique. En fait, tout le monde a une santé physique et il faut s'occuper de notre santé physique. Il faut bien manger, il faut faire de l'activité physique, il faut bien dormir, etc. Mais c'est la même chose pour la santé mentale. Donc, tout le monde ici a une santé mentale et il faut s'en occuper. Donc, maintenant, on va passer, Cindy a mentionné que nous allions avoir des petites questions quiz. Puis, dans le fond, c'est tout de suite cette question quiz-là qu'on va avoir avec vous. Ce qu'on aimerait, dans le fond, c'est savoir, parce que nous autres, on ne vous voit pas du tout, on ne sait pas qui est avec nous, on aimerait savoir, dans le fond, qui est avec nous. Donc, on va avoir une question, dans le fond, pour savoir vos enfants sont dans quel groupe d'âge. Si je ne me trompe pas, vous devriez pouvoir sélectionner plus qu'une réponse parce que c'est certain qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir plus d'un enfant. Donc, ceci va nous permettre de savoir un peu à qui qu'on parle. Donc là, j'imagine que tout le monde voit bien. Moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Fait que j'imagine qu'en ce moment, vous voyez bien le sondage. Donc, les groupes d'âge sont de 0 à 5 ans,
de 5 à 8 ans, de 9 à 12 ans, de 13 à 15 ans ou 16 ans et plus. Puis en fait, de savoir un peu qui est ici va nous aider aussi si on a besoin de trouver des exemples ou lorsqu'on va vous parler, on va savoir un petit peu plus à qui on s'adresse, puis peut-être pouvoir plus donner des exemples concrets par rapport au groupe d'âge. Donc, je ne sais pas, Cindy, si vous voyez les réponses de votre côté, parce que moi, de mon côté, oui, Jacqueline, ben moi, je ne vois pas les réponses. Nous, on voit vraiment, je vois le... Ah, là, on a les réponses. C'est beau. OK. Toi, est-ce que tu les vois? Non, moi, je ne les vois pas. C'est beau, donc je vais juste résumer les réponses. Donc, la majorité des gens sont des enfants entre 9 et 12 ans. Je dirais un grand pourcentage. Après ça, on a 44, c'est ça, 44 entre 9 et 12 ans. On a un 22 entre 13 et 15 ans. 17 quand même 16 ans et plus. 16 5 à 8 ans. Puis, on a un petit pourcent de 0 à 5 ans. Donc, la majorité des parents là, se retrouvent dans la catégorie 9-12 ans. OK. Donc, vraiment dans le milieu, dans le fond. Excellent. Donc, ça va nous aider à Vicky et moi. Donc, merci d'avoir participé au premier petit quiz. Donc, maintenant, on va commencer avec un petit peu plus de contenu. Et on veut commencer, dans le fond, à vous présenter, en commençant en vous présentant quelques faits. Donc, 20 des élèves ont une maladie mentale ou un problème de santé mentale durant une année scolaire. Donc, ça représente environ un élève sur 5 dans une même classe. La santé mentale n'est pas encore un sujet qui est souvent discuté dans la société ou à l'école. C'est certain que c'est beaucoup mieux que où on était. Il y a une amélioration, ça c'est clair. Par contre, c'est important de continuer d'en parler et d'en parler encore plus parce qu'un élève sur 5, c'est beaucoup d'élèves. On en parle de plus en plus, mais on doit continuer à briser des tabous parce qu'on doit, pour la santé mentale, c'est important d'intervenir très rapidement. Mais si c'est tabou puis qu'on n'en parle pas trop, ça rend la porte d'entrée difficile pour un enfant. Donc, on pensait que c'était important de partager ce fait avec vous. De plus, 70 des problèmes de santé mentale débutent à l'enfance ou à l'adolescence. Donc, encore une fois, d'où l'importance d'avoir la porte ouverte pour pouvoir en parler afin qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. 9 des élèves de l'Ontario disent que leur santé physique est passable ou mauvaise. Ce nombre monte à 19 pour la santé mentale. En ce moment, il y a beaucoup de promotions qui est faite sur la santé physique, sur l'importance de bien manger, sur l'importance de bouger, sur l'importance d'être actif, mais beaucoup moins est fait par rapport à la santé mentale. Donc, encore une fois, on a du chemin à faire, puis ça représente un petit peu par rapport à aux statistiques, dans le fond, parce que moins on en parle, moins que les jeunes vont savoir comment s'occuper de leur santé mentale. 20 des élèves pensent au suicide au cours d'une année scolaire. 1 sur 10 va passer à l'acte. Donc, c'est quand même très inquiétant comme statistique. La deuxième cause du décès chez les jeunes est le suicide. Donc, encore une fois, une statistique qui est assez troublante. Et puis, finalement, il y a 3 fois plus de risques de mourir d'un suicide que d'un cancer. Donc, les 3 dernières statistiques, en fait, sont de Living Works, qui est vraiment spécialiste dans tout ce qui est prévention du suicide. Puis on sait que pensée suicidaire souvent a un lien avec la santé mentale. Donc, encore plus important d'en occuper, d'en parler et de savoir comment bien appuyer nos jeunes quand ça vient à la santé mentale. Donc, on est déjà rendu à une deuxième question quiz très rapidement. Vous allez voir que les réponses à l'écran sont un petit peu différentes que les réponses que vous voyez, que vous pouvez sélectionner, mais le message est le même. Donc, on veut juste savoir à peu près votre niveau de confort par rapport à la santé mentale, au sujet de la santé mentale. Est-ce que vous êtes A, outillé et à l'aise d'en parler? B, vous vous sentez pas vraiment outillé, mais vous pensez quand même être capable d'en parler avec votre enfant?
vous ne sentez pas du tout outillé, mais vous aimeriez l'être pour pouvoir appuyer votre enfant ou votre adolescent. Ou D, vous ne sentez pas à l'aise du tout et vous ne pensez pas être capable d'aborder ce sujet-là avec votre enfant. Donc, encore une fois, ici, c'est pas une question de jugement, c'est vraiment pour savoir où tout le monde est rendu par rapport à la santé mentale, leur connaissance, leur confort. On sait que c'est pas un sujet qui est facile d'aborder, donc ça va juste nous permettre d'avoir une meilleure idée de où tout le monde se trouve qui est ici à cette présentation aujourd'hui. Alors, c'est lancé. On va vous laisser une petite minute pour répondre. Puis, je tiens à m'excuser pour le questionnaire précédent, puisqu'on avait mentionné qu'il y avait 2 choix de réponse, que vous pouviez répondre à d'avoir plus qu'un choix. Puis, finalement, c'était juste un qui était possible. Donc, okay. On vous laisse une petite minute pour répondre à celui-ci. Juste en passant, il n'y a personne qui va voir vos réponses, là, donc soyez bien à l'aise de répondre de façon honnête. Oui, donc, les réponses, c'est vraiment plus pour nous. Oui. Donc, en fait, c'est assez... en fait, je dis que c'est surprenant, mais c'est quand même pas vraiment outillé, mais tout de même à l'aise d'en parler. Il y a 57% qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Donc, il y en a 24% qui se sentent outillés, qui sont à l'aise d'en parler, c'est quand même bien. Puis, il y a un 18% qui n'est pas outillé, j'aimerais pouvoir en parler. Puis, il n'y a personne qui est dans le pas du tout outillé, à l'aise d'en parler. Donc, je pense excellent. que c'est... Donc, merci Cindy pour les réponses. En fait, donc c'est quand même bien. L'objectif, d'enfant, je vois qu'il y a plusieurs répondants qui mentionnent ne pas se sentir très outillés, mais que vous aimeriez l'être. Puis on espère qu'à la fin de cet atelier, que vous allez vous sentir un petit peu plus outillés. Puis vous allez voir en fait que vous pouvez jouer un rôle tellement important et primordial chez votre enfant. Et vous allez voir que c'est pas nécessairement quelque chose qui va demander énormément de votre part. On veut vraiment vous montrer que c'est possible, ça peut être fait, puis que vous êtes capable de le faire. Donc, ce qu'on constate souvent, en fait, c'est que même certains parents qui se sentent outillés ont peur parfois d'intervenir. Ce qu'on entend, c'est malgré leur volonté, les parents, ils disent qu'ils ne se sentent pas nécessairement outillés. Ils rapportent qui ont peur de dire ou de faire la mauvaise chose, ou encore qu'ils savent tout simplement pas quoi faire. Donc, selon les réponses qu'on a eues dans le sondage, ça se peut que ça soit quelque chose qui résonne avec vous autres, que vous réalisez qu'en effet, c'est ça que vous vous dites aussi quand ça vient à la santé mentale. Vous vous dites peut-être, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je peux empirer la situation? Donc, c'est des choses qui sont très normales, puis on va adresser ça. Parce que malgré toutes ces inquiétudes, ce que vous devez vous souvenir, c'est que vous êtes un rôle, en tant que parent, vous n'êtes pas des professionnels, mais vous jouez un rôle complètement important pour eux parce que vous êtes, dans le fond, les yeux. Par ça, ce que je veux dire, c'est que c'est vous autres qui allez être souvent les premiers à remarquer s'il y a des changements chez votre enfant. Si tout d'un coup, votre enfant fait les choses un petit peu différemment, il est peut-être plus seul, arrête de faire certaines activités. Donc, vraiment, vous êtes les yeux. Puis souvent, je peux vous dire que c'est une personne externe qui va remarquer les changements avant même que la personne remarque les changements. Donc, déjà là, en étant les yeux, en étant les personnes qui souvent être les plus présents pour votre enfant, vous jouez un rôle important. Vous allez aussi être les oreilles pour écouter non seulement ce que les enfants disent dans leur discours de tous les jours, leur communication avec leurs amis, leur communication par rapport aux activités, par rapport à l'école, mais aussi pour les écouter s'ils ont besoin de se confier à quelqu'un. On va en parler un petit peu plus en détail, mais dans le fond, d'être les oreilles puis de permettre à l'enfant d'en parler peut faire toute la différence. Et finalement, le rôle probablement le plus important, c'est que vous êtes le cœur. Et par ça, c'est qu'on dit que vous êtes disponible.
C'est vous qui allez témoigner d'empathie et vraiment permettre à votre enfant de se sentir aimé. Et je peux vous dire que les yeux, les oreilles et le cœur peuvent faire toute la différence. Parfois, simplement avoir ces 3 éléments-là va être suffisant pour bâtir la résilience de l'enfant et permettre à l'enfant d'avoir une bonne santé mentale. La réalité, c'est qu'avec la santé mentale, il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas une solution qui va fonctionner 100% pour tout le monde. Donc, c'est important de quand même s'essayer et de mettre en place certaines choses. L'important, dans le fond, c'est de créer un espace sécuritaire pour votre enfant. Puis ça se fait en parlant, en écoutant, puis en étant ouvert, puis en brisant les tabous. Par espace sécuritaire, on ne parle pas d'un espace physique, mais bien d'un espace où le jeune ou l'enfant va sentir comme si c'est correct de parler de santé mentale, de parler de ses émotions, de parler de ce qu'il ou elle vit. Donc, on ne s'attend pas à ce que vous deveniez des professionnels de la santé mentale après notre atelier. Et puis, je peux vous dire aussi que malgré notre formation et le fait qu'on travaille souvent avec la santé mentale, nous autres aussi, des fois, on se demande, est-ce que je dis la bonne chose? Est-ce que j'ai fait assez? Parce qu'il n'y a pas une solution parfaite, il n'y a pas la pilule magique. Donc, c'est correct que vous vous sentiez comme ça lorsque vous appuyez votre enfant. Ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est un petit peu, dans le fond, je vais passer la parole à ma collègue Vicky, parce qu'on va vous expliquer un petit peu une pyramide de santé mentale. Donc, Vicky, je te cède la parole. Excellent. Merci, Jacqueline. Donc, en fait, parce que la souffrance peut s'exprimer de différentes façons au niveau de la santé mentale, on va utiliser cette pyramide-là que vous voyez à l'écran présentement là, pour expliquer certains états qui sont liés à la santé mentale. Donc, il existe beaucoup de confusion là, par rapport à la santé mentale. C'est important justement de démystifier tout ça pour bien comprendre, puis de bien comprendre va nous permettre de bien intervenir, puis de prévenir aussi, puis de travailler de façon efficace et de façon bénéfique. Donc, puis c'est important, en fait, ce que je veux vous mentionner par rapport au langage, c'est super important de faire attention à l'utilisation des mots. Ici, on va parler d'état lié à la santé mentale et non de niveau, parce qu'il n'y a pas nécessairement un ordre précis, donc on ne passe pas nécessairement là, à travers une succession de ces états-là. On peut les ressentir là, à différents moments. On peut être dans plusieurs de ces états-là à la fois aussi selon les circonstances. Donc, on va commencer avec le premier état qui est en fait à la base de la pyramide. C'est l'état de bien-être, où est-ce qu'on ne ressent pas de détresse, où est-ce qu'on ne ressent pas de problème particulier. C'est l'état dans lequel la plupart des gens vont se retrouver la majeure partie du temps. C'est un état où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on se sent en harmonie avec soi-même, dans un équilibre sain. On a l'impression d'avoir un fonctionnement qui est assez optimal, un sentiment de quiétude. Si on fait une comparaison, par exemple, avec la santé physique, ce serait un état de santé physique où est-ce qu'on se sentirait en bonne condition, où est-ce qu'on sentirait qu'on a l'énergie pour nous acquitter de nos tâches quotidiennes, puis pour profiter pleinement de la vie avec nos capacités. Il y a toutes sortes de stratégies qui existent pour prendre soin de notre santé mentale et essayer autant que possible de demeurer dans la base de la pyramide, donc dans une zone de bien-être. Premièrement, en fait, ce serait de s'assurer, de veiller à répondre à nos besoins de base. Quand on parle d'avoir des bonnes nuits de sommeil, d'avoir une alimentation qui est saine, d'évoluer dans un environnement où on se sent bien, où on se sent en sécurité, d'entretenir des relations qui sont saines et positives avec les gens qui nous entourent, etc. Ensuite de ça, il y a aussi toute la portion de plaisir, hein, de faire des activités, de faire des choses qui nous font du bien, des choses qu'on apprécie, des choses qui nous font sentir en fait qu'on se développe comme personne, qu'on a un sentiment d'accomplissement. Ça peut être par la pratique d'un sport, par l'expression sous diverses formes d'art. Ça peut être de passer du temps avec des êtres qui nous sont chers, de faire de la lecture, d'aller à l'extérieur pour faire des activités en plein air, etc. Ensuite de ça, il y a aussi plusieurs pratiques qui existent là, qui sont prouvées comme étant bénéfiques là, pour prendre soin de notre santé mentale. Donc, de s'arrêter dans le moment présent pour se recentrer sur soi, prendre une pause pour prendre soin de nous, justement. Vous avez certainement déjà entendu parler là, des bienfaits des exercices de respiration,
de la méditation, de la visualisation positive, du yoga, etc. C'est certain que c'est peut-être pas des stratégies qui vont fonctionner avec tout le monde, d'où l'importance justement d'essayer différentes choses pour voir qu'est-ce qui colle à vous, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, qu'est-ce qui vous fait sentir bien. Finalement, une autre des choses importantes pour prendre soin de sa santé mentale, c'est toute la question de notre discours interne. La façon dont on peut se parler à nous-mêmes parfois peut faire en sorte qu'on va se créer nous-mêmes un sentiment là, qui nous fait sentir pas bien. Des fois, on va avoir des pensées qui vont amplifier des situations. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident de travailler sur ça, mais on peut absolument s'exercer à avoir des pensées qui sont positives, optimistes, tout en restant réaliste, en voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, pour continuer, c'est sûr que comme parents, c'est important de prendre soin de sa santé mentale, mais vous avez aussi le rôle d'enseigner à vos enfants comment prendre soin de leur santé mentale. Puis certainement, vous êtes des modèles pour vos enfants, donc c'est sûr qu'ils vont être inspirés, être influencés par les habitudes que vous avez comme parents. Donc, si on continue avec la deuxième partie de la pyramide, le deuxième étage juste au-dessus de la base, c'est la partie de l'état en fait de détresse mentale ou détresse émotionnelle. Donc, à tous les jours, on peut éprouver une certaine forme de détresse mentale. En fait, c'est un signal que notre cerveau nous envoie pour nous indiquer qu'il y a un problème, un défi avec lequel on doit composer là, dans l'environnement. On peut penser, par exemple, à un stress avant un examen, la nervosité, ça peut être la tristesse de se faire refuser un rendez-vous amoureux, la déception de ne pas être pris dans une équipe sportive, etc. Si on prend un exemple très actuel qu'on vit tous en présentement, on en a parlé tantôt, la pandémie de la COVID-19, certainement que ça a pu créer une détresse mentale parce que, bon, on a chamboulé un petit peu là, notre fonctionnement habituel, notre routine s'est vu complètement changer, en fait. On a dû poursuivre l'apprentissage scolaire à la maison, faire du télétravail, puis concilier tout ça avec la vie familiale. Donc, c'est pas évident. Puis cette forme de détresse... Oui. Puis je vais juste arrêter 2 petites secondes. De mon côté, ça coupe beaucoup. Fait que là, je me demandais si jamais, n'hésitez pas, si vous avez une question de précision par rapport à ce que Vicky vient de mentionner, n'hésitez pas à envoyer des questions là dans la section questions. Donc, je suis désolée. Je voulais juste, parce que je te voyais pas, puis ça coupait. Je veux juste m'assurer que tout le monde a bien compris ce que tu disais, parce que c'est super. Je te laisse aller. Vas-y. Excellent, pas de problème. Donc, je suis désolée si ça coupe pour les participants, si vous avez manqué des petits bouts. Donc, en fait, c'est ça. Au niveau à l'état, en fait, de détresse mentale, détresse émotionnelle, c'est le signal, justement, là, qui nous dit qu'il faut s'adapter pour régler un problème. Puis ça, c'est vraiment à la base de la résilience, de l'adaptation pour, justement, surmonter une difficulté. On apprend de ça. Puis finalement, on s'épanouit à travers l'acquisition de stratégies d'adaptation, pardon. Donc, quand on réussit à résoudre le problème qui se présente, à ce moment-là, l'état de détresse va disparaître, puis ça va contribuer à développer justement notre résilience, puis nos stratégies d'adaptation. Donc, si on continue avec la comparaison de tout à l'heure, avec la santé physique, à cet état-là, on pourrait comparer à avoir des douleurs musculaires passagères, avoir un mal de tête, avoir un rhume. Donc, à ce moment-là, la douleur est temporaire. Elle va s'estomper assez rapidement sans qu'on ait nécessairement besoin d'aller voir un professionnel de la santé ou à prendre une médication. Puis, habituellement, on peut quand même demeurer assez fonctionnel. Donc, c'est assez passager. Donc, pour continuer là, avec l'explication au niveau de l'état de détresse mentale, je vais utiliser l'analogie du système immunitaire. Donc, le système immunitaire, en fait, on sait que sa fonction, en fait, est de défendre l'organisme contre les microbes, les virus, les bactéries, etc. Donc, de façon générale, l'exposition régulière à ces microbes-là va permettre de renforcer notre système immunitaire. Là, je vais juste faire une petite parenthèse ici. Évidemment, avec la COVID-19, ce n'est pas la stratégie qu'on a privilégiée. C'est une situation exceptionnelle. Donc, on va s'en tenir vraiment de façon générale, l'exposition des microbes qu'on côtoie habituellement. Donc, cette exposition-là régulière va apprendre au corps justement à adopter la bonne réaction face à une agression importante comme une infection pour lui donner les moyens de se défendre. C'est comme ça qu'on bâtit justement nos anticorps pour pouvoir guérir de différentes maladies. Donc, l'exposition aux facteurs de stress va fonctionner sensiblement de la même façon. Elle va apprendre à notre cerveau à adopter la bonne réaction face aux facteurs de stress puis à composer avec ce facteur de stress-là.
Donc, quand on va faire face à un facteur de stress par la suite, peut-être un facteur encore plus intense, on va déjà avoir acquis et mis en pratique des habiletés qui vont nous permettre de bien gérer la situation. Si la garderie est un milieu qui met à rude épreuve le système immunitaire des enfants, il faut voir le monde scolaire de la même façon pour la santé mentale des enfants et des adolescents. C'est une étape qui est, oui, très importante, mais aussi qui contient plusieurs facteurs de stress. Par contre, c'est super important pas de vivre nécessairement ces moments de stress-là, mais le fait de vivre ces moments de stress-là va faire en sorte qu'on va pouvoir bâtir notre boîte à outils pour affronter et surmonter les défis de la vie qui vont se présenter. Parce que soyons honnêtes, hein, la vie sans stress, malheureusement, n'existe pas. Donc, le fait de vivre certaines expériences comme ça et de les affronter, nous redonne confiance en nous et nous permet justement de savoir comment surmonter des défis qui vont se présenter là, tout au long de notre vie. Vicky, je vais t'arrêter une petite seconde. Je vais juste mentionner, au niveau des participants, je peux voir qu'il y a des gens qui ont la main levée. Comme on le mentionnait au départ, malheureusement, on ne pourra pas répondre aux questions, laisser les gens présentation. Par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions. Puis justement, j'ai une première question pour vous. Donc, on se demandait, il y a quelqu'un qui demande, un participant qui demande, comment vous faites les définitions de la santé mentale chez les enfants? Je suis pas certaine d'avoir compris comment on fait la définition de la santé mentale. Dans le sens que où est-ce que vous trouvez les définitions, où est-ce que vous allez chercher? Est-ce que c'est une définition qui existe universellement plusieurs ou non, c'est dans ce sens-là. Là. Je ne sais pas si la personne, c'est ça que j'essaie de résumer, c'est la question, si la personne peut peut-être préciser. Puis je ne sais pas si vous voulez réfléchir, peut-être y revenir tantôt. Ça serait. Excellent, c'est bon. Je peux peut-être commencer là, à répondre si c'est dans ce sens-là qu'on posait la question. Vous allez voir, à la fin de la présentation, on a mis toutes les références bibliographiques, donc toutes les sources d'informations où on a trouvé les informations pour bâtir cette présentation-là. Puis, en fait, si c'est plus pour savoir avoir une définition, il y a quand même beaucoup de définitions différentes. Il y a des organismes, vous allez voir, qui sont peut-être plus crédibles. Il y a le santé, comme tu sais, c'est certain que si vous regardez Santé publique Ottawa ou Ontario Mental Health, ça va être des ressources qui vont vous donner des définitions, mais dans le fond, la santé mentale, c'est vraiment plus un état d'être, tout comme la santé physique, c'est quelque chose qui englobe plusieurs choses différentes et la santé mentale, c'est la même chose. Donc, comme Vicky a mentionné, quand on va avoir fini de voir la pyramide, vous allez vraiment voir que, dans le fond, la santé mentale, c'est toute la pyramide. Donc, on peut être à plusieurs états. Donc, on peut être en bien-être, puis avoir une détresse émotionnelle. Puis, tout ça rentre dans la santé mentale. Puis, ça va dépendre de comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait. Vous allez voir qu'à la fin, quand on va avoir vraiment complété la pyramide, vous allez avoir eu un aperçu global de tout ce qui est inclus dans la santé mentale. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Si c'est pour avoir une définition vraiment plus spécifique, comme je dis, vous pouvez regarder avec plusieurs organismes vont avoir des définitions différentes. C'est d'utiliser celles qui sont peut-être plus par rapport à Santé publique Ottawa ou Santé mentale Ontario Mental Health. Eux, ils vont vraiment avoir des choses plus crédibles comme définition dans le fond. Parfait. Merci beaucoup, Jacqueline. Super, merci. Donc, est-ce que je peux poursuivre? Oui, vas-y, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Je continue de regarder, puis je vais te faire signe si... OK, excellent. Parfait, c'est bon. Merci beaucoup, Jacqueline. Très bonne réponse. Donc, pour poursuivre en lien avec le système immunitaire, donc ça m'amène à vous parler de surprotection. Donc, vous allez voir, vous avez peut-être déjà entendu parler, entendu l'expression bubble wrapping les enfants, donc mettre les enfants dans du papier bulle pour s'assurer qu'il leur arrive rien, comme vous voyez sur les images à l'écran présentement. Par contre, c'est important de ne pas surprotéger les enfants parce qu'en leur évitant de faire face à des situations stressantes, on les empêche justement de développer leurs habiletés pour y faire face. Puis c'est justement en affrontant ces situations-là qu'ils vont réussir à développer leur résilience puis à bâtir leur capacité à devenir adultes également.
Donc, si on intervient trop rapidement au deuxième état, ça laisse sous-entendre que l'enfant n'est pas capable de gérer lui-même la situation. C'est sûr que c'est difficile pour quelqu'un de s'adapter face à un facteur de stress, mais c'est quand même important de développer ces habiletés-là. Par contre, vous allez voir tantôt quand on va parler du sommet de la pyramide, à ce point-là, c'est sûr que c'est important là, de faire appel à des services, puis avoir un appui soutenu de l'environnement. Donc, il faudrait, dans le fond, c'est vraiment trouver un équilibre. Veiller à ne pas trop en faire pour permettre aux enfants, justement, de développer leur stratégie d'adaptation, mais également en faire assez pour les accompagner à travers ce processus d'apprentissage-là. Puis, il faut aussi apprendre aux jeunes, en fait, que la réaction de stress, c'est une réponse normale, puis c'est un appel à l'action. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours de l'anxiété. Vous avez peut-être participé au webinaire qui portait sur le stress et l'anxiété le 12 mai, où est-ce qu'on faisait la distinction entre les deux. Donc, c'est important là, de faire attention, encore une fois, au vocabulaire qu'on utilise parce que le stress est normal. Donc, si on... Vicky? Oui, c'est correct. Vas-y, c'est correct, je parle très vite, je sais. Non, c'est correct, j'essaie, je vais trouver un bon moment pour ne pas t'interrompre, c'est dans une lancée, mais la question pour m'assurer que je comprends bien. Mais est-ce qu'il y a un lien avec la santé, entre la santé et la façon de se comporter des adolescents pour éviter les responsabilités? Dans le fond, est-ce que c'est une façon, c'est de l'évitement qu'ils font, qui est relié à la santé mentale? Est-ce que ça peut être de l'évitement? Je pense que c'est ça qui est le sens de la question, là. Oui, absolument. En fait, l'évitement, ça peut être une stratégie que la personne développe justement pour pas affronter ce qui lui fait peur, ce qui la stresse. Puis, souvent, ce qu'on dit par rapport à l'évitement, c'est que ça, si on fait trop souvent de l'évitement, évidemment, ça va venir renforcer et ça va rendre la situation encore plus stressante. Le fait de retirer toujours l'enfant d'une situation stressante ne va pas lui donner l'occasion d'utiliser sa capacité à y faire face. Donc, en devant affronter à nouveau, disons, un facteur de stress, que ce soit le même ou un autre, la situation paraît encore plus stressante. On vient renforcer cette peur-là. Donc, il faut faire attention justement avec l'évitement. Oui, ça peut être fait dans une certaine mesure, mais si on recourt toujours à ça, à ce moment-là, on n'est pas en train de bâtir notre capacité à affronter les situations difficiles. OK. Donc, vos suggestions par rapport à ça, s'il y a un enfant qui fait vraiment de l'évitement, puis là, comme vous parlez de surprotection, je pense que c'est vraiment relié. Comment réagir avec un enfant qui veut, tu sais, puis je sais, moi, ma fille a 12 ans, puis des fois, comme elle veut pas me parler, donc comment tu fais pour aller chercher? Je sais, Jacqueline, au début, tu parlais du cœur, de faire de l'espace. J'imagine que vous avez tourné là, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire là, pour... Oui, bien, comme mentionné, c'est qu'il n'y a pas une chose à faire, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une stratégie qui va fonctionner pour tout le monde. Donc, c'est certain que tout va dépendre de l'enfant, de sa personnalité, de sa réalité, de son vécu, de la source de l'évitement, parce que souvent, on a tendance à dire c'est juste de la manipulation, mais la réalité, c'est que ça vient de quelque part de plus profond, puis ça répond à un besoin, puis il faut aller trouver c'est quoi ce besoin-là, puis l'adresser. Puis ça, c'est certain qu'il n'y a pas une seule façon de le faire. C'est certain que si vous voyez que ça devient problématique, comme j'ai mentionné, peut-être d'en parler avec son médecin de famille, d'en parler avec des ressources externes. Il y a beaucoup de ressources qui existent par rapport à ça, d'en parler aussi avec l'école pour pouvoir trouver les stratégies qui vont vraiment fonctionner pour l'enfant spécifiquement parce que on aimerait bien vous dire faites ça, puis c'est ça qui va fonctionner, mais il n'y a pas une seule solution comme ça. Puis il faut vraiment creuser puis comprendre d'où vient cet évitement, puis ça répond à quel besoin, parce que ça répond toujours à un besoin, ça répond à, il y a quelque part, il y a peut-être une petite détresse qui a besoin d'être adressée, puis que l'évitement va disparaître par la suite. Donc, c'est très difficile de répondre à ce type de questions parce qu'il y a une solution, dans le fond. OK. Bien, merci pour ta réponse. Puis, dans la même ligne d'idée, comment on peut reconnaître un enfant qui est en train de vivre un problème mental? Ça, on va l'adresser dans quelques diapos. Parfait. Donc, je vous laisse continuer. Merci, Cindy. Super. Merci, mesdames. En fait, je continue là, sur le thème de la surprotection.
Donc, depuis quelques années, il y a une tendance à dire que les parents peuvent être parents hélicoptères. Là, je mets entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Comme quoi, les parents sont présents dans tout et sont toujours là au-dessus de leur enfant pour s'assurer que tout va bien, que tout se passe bien. Il semblerait que le terme tend à changer pour dire que ce sont des parents charrues. Là, je vais mettre aussi des guillemets, donc des parents déneigeurs qui déblairaient le passage là, avant leur enfant. C'est des termes qui sont un peu péjoratifs, je trouve. Par contre, on les utilise là juste pour l'image ici. Si on peut penser par exemple à un parent qui téléphonerait le coach d'une équipe sportive pour demander que son enfant fasse partie de l'équipe sans qu'il ait à passer à travers tout le processus. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que l'enfant, en fait, là, ne vive pas de déception, ne vive pas de sentiments négatifs. Donc, on sait que les décisions puis les actions qui sont prises là, par les parents sont faites avec des très bonnes intentions. Puis, dans le fond, vous ne voulez pas voir souffrir votre enfant. Puis ça, c'est tout à fait normal, c'est l'amour. Ce qu'on veut faire ici, en fait, c'est pas du tout culpabiliser les parents qui pourraient agir de la sorte. C'est juste de vous amener à réfléchir, est-ce que c'est fait dans le meilleur intérêt de l'enfant à plus long terme? Ou est-ce que c'est pour apaiser nos inquiétudes en tant que parents dans le moment présent? C'est sûr qu'on ne veut pas voir les enfants souffrir, mais comme je disais tantôt, si on les fait toujours éviter là, des situations qui peuvent être stressantes ou leur faire vivre des sentiments négatifs à un certain moment dans leur vie, c'est sûr qu'ils vont rencontrer des défis et ne pourront pas nécessairement toujours éviter. Puis là, ils vont se buter à ne pas avoir développé leur stratégie d'adaptation pour surmonter ces défis-là. Donc, je passe la parole à ma collègue Jacqueline. Donc, je vais passer maintenant, je vais vous parler de le prochain état. On est vraiment rendu à la 3e section de la pyramide. Puis ici, on parle vraiment de problèmes de santé mentale. On n'est pas encore dans la maladie mentale, ça c'est vraiment la pointe de la pyramide, mais vraiment dans les problèmes de santé mentale. Ici, on retrouve les stresseurs plus intenses. Donc, pensons à le décès d'un être cher, la perte d'un emploi, un déménagement dans une autre ville ou un autre pays qui va faire en sorte que tout d'un coup, je dois changer d'école, je connais plus personne, je perds mes amis. Donc, tout ça, ça peut être des états qui amènent des émotions beaucoup plus intenses, mais tout à fait normales. Donc, à la base, c'est normal d'être triste lorsqu'on perd un être cher. C'est normal d'être déçu si on n'a pas eu l'emploi qu'on voulait ou qu'on a perdu notre emploi. C'est normal d'avoir de la peine de perdre ses amis si on doit changer d'école. Donc, à la base, ce sont toutes des réactions qui sont normales. C'est à cet état, à problème de santé mentale, c'est souvent vers nos amis, notre famille, peut-être la religion. On va se tourner vers nos ressources un petit peu naturelles, les personnes qui sont proches de nous, puis on va pouvoir en parler, on va échanger. Des fois, ça va peut-être nécessiter qu'on parle à notre médecin ou à un psychologue, mais si on va voir le médecin ou le psychologue, c'est habituellement pour une courte durée. Donc, une fois que l'événement important a passé, on est capable de retrouver une certaine normalité. Donc, oui, c'est difficile que j'ai déménagé, mais éventuellement, j'arrive dans mon nouveau quartier, je me fais peut-être des nouveaux amis, je commence l'école, puis tout d'un coup, toutes les émotions se replacent et je retrouve une vie normale. Donc, c'était de courte durée. Donc, c'est souvent, comme j'ai dit, les amis, la famille qui vont venir appuyer. Ou, comme je dis, peut-être que vous allez vous tourner vers un professionnel de la santé, mais ça va être pour une courte durée. Si on fait le parallèle à la santé physique, comme on a fait un peu pour tous les états, ici, on pourrait voir tout ce qui est problème qui nécessite un rendez-vous chez le médecin de famille, peut-être. Tu sais, donc, j'ai une entorse, peut-être que je vais aller voir mon médecin, ou j'ai un bras cassé, je vais aller voir mon médecin, je vais avoir l'aide pour replacer mon bras. Mais dans quelques mois, une fois qu'il est guéri, je n'ai pas besoin de continuer à aller voir mon médecin pendant 3 ans par rapport au bras cassé, de façon générale. Je sais que des fois, il y a des complications, mais de façon générale, on peut le voir avec vraiment ce qui nécessite quelque chose de court terme, autant santé mentale que santé physique. Maintenant, je vais vous parler ici de la dernière
section, dans le fond, le dernier état, qui est vraiment la maladie mentale. La maladie mentale, c'est vraiment quelque chose qui ressort du DSM-5. Pour ceux qui ne savent peut-être pas c'est quoi le DSM, dans le fond, c'est un livre qui contient toutes les maladies mentales, puis c'est vraiment un consensus international. Donc, qu'on soit un psychiatre au Canada, en Suisse, en Australie, le DSM est le même. Les critères pour avoir une maladie mentale sont les mêmes. Donc, il n'y a pas de divergence. Vraiment, c'est un consensus international. La maladie mentale n'est pas quelque chose de passager. Habituellement, on a besoin d'un traitement à plus long terme et souvent, c'est quand on parle de maladie mentale qu'on va peut-être nécessiter des médicaments. Donc, ceci étant dit, je veux juste clarifier que c'est pas parce que quelque chose n'est pas passager, que dans le fond, la maladie mentale, habituellement, on l'a pour longtemps, qu'on ne peut pas être fonctionnel. Je vais tout de suite faire le parallèle avec la santé physique. Donc ici, on parle de le diabète, le cancer, l'asthme. Ici, on a vraiment besoin de soit de la médicamentation ou de l'appui d'un spécialiste. Par contre, si on prend le diabète, une personne peut avoir le diabète, donc une maladie, mais quand même avoir une vie qui est très saine, autant bonne santé mentale qu'une bonne santé physique, prendre soin de soi, vraiment être actif. Donc, la maladie mentale n'est pas en soi quelque chose qui va venir toujours avoir un impact négatif sur la vie d'une personne. Ça va juste avoir nécessité peut-être des adaptations. Donc, c'est très important de se souvenir que la maladie mentale, même si c'est l'état 4, on peut parfois se trouver à avoir une maladie mentale. Prenons par exemple le TDAH et être dans un état de bien-être. Donc, ça, c'était notre état 1. Donc, on est dans l'état 4 et dans l'état 1 en même temps. Donc, on peut quand même être bien et avoir une bonne santé mentale, même si on a une maladie mentale. Juste pour vous laisser savoir, pour que vous pouvez peut-être vous situer, les troubles de l'humeur, donc par exemple la dépression, c'est la maladie mentale la plus fréquente chez les jeunes et plus particulièrement les filles. Les troubles anxieux, dans le fond, c'est le second trouble, la deuxième maladie mentale la plus fréquente. Ce qui est vraiment important à savoir aussi, c'est qu'il y a à peu près 1,2 million d'enfants qui ont une maladie mentale, mais moins de 20% reçoivent un traitement approprié. Ça, c'est en raison, parfois parce que c'est pas diagnostiqué, parce que des fois, il y a des lignes d'attente pour avoir de l'appui, mais il y a aussi la grosse partie qui est le tabou, qu'on n'est pas encore rendu à en parler assez pour que les personnes se sentent à l'aise d'aller chercher de l'aide. Fait qu'ici, c'est important que justement, comme on a mentionné au début, il faut briser ces tabous puis pouvoir en discuter plus ouvertement pour que ces enfants-là puissent avoir les ressources nécessaires pour que finalement, ils se retrouvent le plus souvent possible dans l'état 1, l'état de bien-être. Comment savoir quand aller chercher de l'aide? En fait, il y a des éléments qui sont importants à se souvenir. Donc, parce que la ligne est très mince. C'est une pyramide, donc vraiment, on voit que des fois, ça peut être difficile à se dire, bien, est-ce que c'est un problème de santé mentale ou est-ce que ce problème de santé mentale-là est tellement intense que c'est peut-être plus que juste un problème passager qui impacte mon enfant. Donc, c'est certain que l'intensité et la fréquence est importante. Les réactions sont-elles normales pour un enfant de cet âge-là? Ou est-ce que c'est vraiment des réactions encore plus fortes et plus intenses que les autres jeunes de son âge? La persistance, donc l'horloge, est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que, tu sais, c'est certain, comme j'ai dit, qu'il y a certaines choses qui sont normales. C'est normal d'être déçu par rapport de ne pas se faire choisir pour une équipe sportive ou d'avoir beaucoup de peine lorsqu'on perd un être cher. Mais c'est qu'il y a certains temps, il y a comme un avancement naturel qui se fait, mais souvent, avec la maladie mentale, c'est que ceci se passe pas. Puis on est rendu à plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, puis on est encore en train de vivre des symptômes assez régulièrement.
Puis, c'est aussi, on parle de perturbations dans la vie quotidienne. Puis, c'est peut-être ça qui est le plus important à se souvenir, c'est est-ce que les symptômes ou les signes, qu'est-ce qui se passe, vient avoir un impact sur mes activités que je faisais avant ou sur mon bien-être quotidien. C'est certain qu'un jeune qui commence à plus voir ses amis, veut arrêter tous les sports, puis là, je peux nommer plein de changements. Puis il y a des changements qui sont normaux aussi avec l'âge. On veut des fois moins jouer au sport pour passer plus de temps avec nos amis. Mais c'est quand on remarque vraiment que ça vient affecter toutes les sphères de la vie. Peut-être que c'est tous des bons signes de dire peut-être que je devrais aller consulter mon médecin de famille pour voir si c'est pas peut-être quelque chose de plus important. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? Ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la maladie mentale. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous pensez que votre enfant a une maladie mentale ou vraiment si votre enfant a été diagnostiqué avec une maladie mentale? Premièrement, c'est important de s'informer. Familiarisez-vous avec le diagnostic afin de mieux comprendre votre enfant puis de répondre à ses besoins spécifiques de la personne. Juste une petite parenthèse, par exemple, informez-vous avec des ressources qui sont valides. Souvent, les hôpitaux CHIO vont avoir des fiches d'information qui vont vraiment vous donner de la vraie information parce qu'on sait qu'avec l'Internet, on peut trouver toutes sortes de choses. Donc, les CHIO serait une bonne place pour commencer si vous avez besoin de vous informer sur la maladie mentale. C'est aussi important d'accommoder. Ici, ça va peut-être faire un petit lien avec la question qu'on a eue par rapport à l'évitement. Mais si votre enfant a un diagnostic, par exemple, de dépression, puis que le matin, c'est difficile de sortir de son lit, mais qu'on sait que tranquillement, ça s'améliore lorsque des stratégies sont mises en place, puis que, donc, on pourrait peut-être dire, OK, on va accepter que cet enfant-là manque le premier cours. Puis je sais que pour plusieurs, ils trouvent ça difficile, on est juste en train d'encourager, mais en fait, c'est que si c'était parce que l'élève devait se rendre à la clinique pour changer des pansements tous les matins puis manquerait sa première période ou un premier cours, est-ce qu'on l'accommoderait? Les chances, c'est que oui, on le ferait. Puis c'est la même chose avec la santé mentale. Donc, si l'enfant a le diagnostic, on sait que c'est quelque chose de difficile. Il faut travailler avec l'enfant pour faire en sorte qu'on peut l'accommoder un petit peu comme on le ferait avec un enfant qui a une maladie mentale, une maladie physique, pardon. C'est aussi important de gérer les symptômes. Par ça, ce que je veux dire, c'est de voir avec l'enfant qu'est-ce qui peut l'aider à se sentir mieux. Avoir la discussion, lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ton stress. Si je sais qu'il y a une situation qui est très stressante, l'élève a de la difficulté avec quelque chose, bien, y a-t-il des choses que je peux mettre en place pour t'amener, pour te préparer à te rendre à vivre ce moment plus efficacement? Donc, par exemple, des respirations, d'aller dans un coin calme avant, pouvoir être le premier ou le dernier à présenter comme ça peut l'aider. Donc, plein de petites stratégies comme ça pour vraiment gérer les symptômes. Puis finalement, ce qui est très important, c'est de travailler en équipe. C'est pas parce que vous êtes le parent que vous devez vous retrouver seul avec la maladie mentale. Parlez-en avec l'école, parlez-en avec les membres de la communauté. Si votre enfant fait partie d'un groupe quelconque, d'aller chercher de l'information puis vraiment travailler en équipe. Ce qu'on veut vous montrer, maintenant, on a parlé un petit peu des 4 états de la santé mentale, mais on sait que c'est pas toujours évident de bien différencier les différents états. Donc, on vous a placé ici, dans le fond, la pyramide encore, avec les 4 états et des mots qui viennent vraiment, qui viennent refléter, dans le fond, ce que l'état veut dire. Donc, état 1, c'est aucun détresse, c'est vraiment l'état de bien-être. On est heureux, on est calme, la vie est belle. Par la suite, à l'état 2, ici, on parle vraiment d'une détresse mentale suite à quelque chose. Donc, je suis triste, je suis déçue, je suis irritée, je suis fâchée. Vraiment, c'est des réactions normales qui vont souvent partir assez rapidement. Finalement, par la suite, on a l'état 3. Ici, on parle vraiment, comme j'ai mentionné, des problèmes de santé mentale. Donc, on est endeuillé, on a le cœur brisé. Ça prend un petit peu plus de temps à surmonter nos émotions par rapport à ça, mais on va se tourner vers nos amis, vers notre famille
puis avec le temps, ça va se régler un petit peu naturellement, puis on va retrouver notre vie normale. Et finalement, il y a la maladie mentale, où là, c'est vraiment les diagnostics. Les diagnostics, en passant, c'est pas les travailleurs sociaux, c'est pas les parents, c'est pas les enfants eux-mêmes qui peuvent s'auto-diagnostiquer. Ça doit vraiment être fait par un professionnel de la santé, un psychiatre, un médecin, etc. Donc, c'est important d'utiliser les bons mots quand on parle de la santé mentale. Comme j'ai mentionné aussi, c'est possible d'être dans plusieurs états en même temps. Donc, c'est pour ça, comme j'ai dit, que c'est des états et non des niveaux. On ne doit pas être à niveau 2 pour pouvoir passer à niveau 3. On peut être dans l'état 2 et 3 en même temps. Jacqueline, je vais juste arrêter parce que j'ai une question super pertinente ici qui Oui. la réponse m'intéresse. Dans le fond, Emmanuel nous demande, est-ce qu'une maladie mentale peut guérir ou est-ce que quelqu'un qui a une maladie mentale vivra avec cette maladie pour toujours et peut seulement au mieux bien la traiter ou la contrôler? Je pense que c'est une bonne question, hein? Oui, c'est une excellente question. Puis je dois dire que nous autres aussi, on se l'est posé beaucoup en tant qu'équipe. On s'en parle souvent. Et puis, c'est une de ces choses qui, selon la personne à qui tu parles, la réponse est un petit peu différente. Mais dans le fond, ce qui est important de se souvenir, c'est que ce soit quelque chose qu'on a pour toujours, puis qu'on apprend à bien gérer, ou que ce soit quelque chose qui peut partir. C'est de savoir que la maladie mentale ne fait pas comme nous arrête pas de vivre du bien-être. Donc, peu importe comment on l'a vu, on n'a pas trouvé une réponse magique à ça. On se l'est posé, on a eu les discussions souvent en tant qu'équipe aussi. Je ne veux pas vous dire une fausse réponse, mais vraiment de se souvenir que c'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on peut pas être heureux puis se retrouver dans le bien-être. Et ceci, même si on a le diagnostic de dépression, par exemple. Il y a des personnes qui, malgré la dépression, ont des moments où ils sont vraiment heureux, qui sont bien entourés, vivent des beaux moments avec leur famille, avec leurs amis. Donc, il ne faut pas nécessairement avoir peur non plus de ce diagnostic qui est donné. Je ne sais pas si, Vicky, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. En fait, c'est sensiblement la même chose que ce que tu as dit, Jacqueline. Je dirais peut-être au niveau aussi de la gestion des symptômes. Hein. Si on arrive à maîtriser les symptômes reliés au diagnostic qu'on a reçu, à ce moment-là, c'est certain qu'on qualifie peut-être pas tant pour les critères là, du trouble de santé mentale comme tel et qu'on se retrouve le plus dans le niveau de bien-être. Donc, je dirais que c'est peut-être au niveau justement d'être en mesure de maîtriser les symptômes, peut-être pour continuer à fonctionner là, de façon optimale. Merci les filles, très bonne réponse. Écoutez, je sais qu'il est déjà, pour tout le monde, là, il est déjà 8 heures, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, je reçois encore des questions, donc je vais vous laisser poursuivre, vous laisser terminer. Puis après ça, là, les gens qui veulent rester, mais je vais continuer à répondre aux questions. On va continuer à répondre aux questions. Je dis mais je pas, elles vont continuer à répondre aux questions. C'est bon, je vous laisse aller. Donc, Vicky, je pense que je vais te laisser la parole. Excellent. Merci, Jacqueline. Pour faire suite là, à la question qu'on a eue tantôt par rapport à la santé mentale, je vais vous mettre dans le chat là, présentement. Je vais juste trouver le bon. Non, c'est pas possible de faire ça, je crois. J'avais trouvé un lien, en fait, là, de Santé publique Ottawa où est-ce qu'il était question de la santé mentale qui définissait bien. Mais si vous écrivez là, dans Google, définition santé mentale, Santé publique Ottawa, vous allez voir qu'il y a une page là, qui décrit assez bien qu'est-ce que c'est la santé mentale. Excellent. Donc, on entame la dernière partie, en fait, de la présentation de ce soir. Puis, on va se pencher un petit peu plus là, sur le soutien qu'on peut offrir à nos enfants au quotidien, puis les ressources aussi auxquelles on peut faire appel aux besoins. Donc, tout d'abord, c'est primordial, en fait, de soutenir puis d'être présent pour votre enfant, autant dans les moments qui vont bien que dans les moments qui vont moins bien. Le fait de passer du temps de qualité avec votre enfant va permettre de bâtir une relation qui va être positive, qui va être significative avec lui ou avec elle. Puis, dans le fond, quand votre enfant va rencontrer des défis par la suite, il va sûrement avoir tendance à se tourner plus vers vous pour avoir votre appui parce que, justement, vous aurez bâti cette relation de confiance-là. Il va sentir qu'il peut, justement, faire appel à vous.
Donc, encore une fois, comme on a mentionné plus tôt, vous êtes un modèle en fait pour votre enfant. Donc, vous pouvez certainement l'encourager à prendre soin de sa santé mentale et vous pouvez faire des choses avec lui ou avec elle pour contribuer à prendre soin de sa santé mentale. Attention, je veux juste mentionner, ce n'est pas parce que votre enfant ne se tournerait pas vers vous quand ça ne va pas que vous n'avez pas fait un bon travail de parent. Chaque enfant est différent, puis chaque enfant va réagir de façon différente aussi. Donc, les stratégies qu'on vous présente sont des stratégies qui sont générales. C'est sûr qu'il faut trouver qu'est-ce qui va coller le plus à votre enfant pour pouvoir le bien l'aider. Je vais glisser un petit mot rapide là, par rapport à toute la question d'apprentissage social et émotionnel. Ça, en fait, bon, c'est un processus là, par lequel les enfants vont apprendre, vont comprendre leurs émotions, apprendre à les gérer, qui vont établir et maintenir des relations positives, qui vont faire preuve d'empathie envers les autres, puis qui vont prendre des décisions responsables. Alors, tout ça, ça fait partie d'un apprentissage qui débute assez tôt dans l'enfance, puis ça va se faire beaucoup par l'exemple, puis par le vécu là, de différentes expériences. Donc, en accompagnant comme adulte ces enfants-là à adresser ces situations-là, c'est sûr qu'on va pouvoir modeler des stratégies qui sont saines là, pour faire face à toutes sortes de situations qui peuvent être agréables, si on veut, là, dans la vie. Puis, ça fait que plus on va parler de santé mentale, plus on va défaire les tabous, moins il va y avoir de stigmatisation reliée à ce sujet-là aussi. Puis encore là, on parle de l'importance d'utiliser un langage qui évite la stigmatisation. Donc, plutôt que de dire, par exemple, les enfants avec un TDAH ont toujours de la difficulté à l'école, ben, c'est sûr qu'on va vouloir privilégier une formulation autre, hein, de dire, par exemple, que les enfants avec un TDAH vont apprendre différemment. Donc, comme on a parlé tantôt au niveau de l'espace sécuritaire, une fois que l'espace sécuritaire est en place à l'école, à la maison, une fois qu'on a brisé ces tabous-là et qu'on a ouvert la discussion, c'est sûr que les jeunes vont se sentir plus à l'aise d'exprimer leur souffrance. Maintenant, il faut savoir quoi faire avec cette souffrance-là. Hein. Donc, on va vous présenter les grandes lignes, comme on disait tantôt, pour être les yeux, les oreilles et le cœur pour votre enfant, sans nécessairement porter le poids d'être un professionnel de la santé mentale, d'être un psychiatre ou une travailleuse sociale. Donc, il y a des petits gestes qui sont possibles à faire au quotidien, puis ça réside essentiellement dans le savoir-être, donc dans l'approche à adopter là, envers votre enfant. Donc, pour commencer, première chose à faire, hein, c'est d'ouvrir la discussion sur la souffrance sans minimiser les émotions. Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est de faire le premier pas, hein, d'avoir le courage d'approcher votre enfant qui ne semble pas bien aller pour justement ouvrir la discussion. Faire attention aussi d'éviter d'utiliser des phrases qui sont faciles pour essayer de consoler. Hein. Par exemple, il y a d'autres filles, fais-toi-en pas, ça va passer. Hein, mais plutôt juste de reconnaître et de valider l'émotion qui est vécue. C'est vrai, c'est un dur moment que tu as à passer. Donc, parler de la situation ne va pas aggraver la situation de votre enfant. En fait, c'est prouver que la communication, en fait, c'est l'un des traitements les plus efficaces. Par contre, souvent, les jeunes vont hésiter à parler parce qu'ils vont avoir peur de la réaction de l'adulte. Deuxième chose, c'est important de désescalader les émotions intenses avant de tenter de résoudre le problème. Que ce soit un enfant ou un adulte, quand on vit une colère intense, quand on vit une grande tristesse, tout notre aspect cognitif n'est pas disponible. On dit que le lobe préfrontal du cerveau, qui est la partie du cerveau, en fait, où siège le jugement, la prise de décision, la résolution de problèmes, etc. Donc, cette portion-là n'est pas accessible parce que c'est l'émotion qui prend toute la place, en fait. Donc, c'est important, avant de chercher à discuter, de trouver des solutions, de juste s'assurer de revenir au calme, hein, de faire diminuer les émotions. Parfois, le fait d'avoir la discussion avec l'enfant, de valider son émotion peut permettre de désescalader l'émotion. Mais dans d'autres moments, ce ne sera pas nécessairement le cas. Il faut faire attention à ne pas forcer l'enfant à parler s'il n'est pas prêt, mais juste de lui signifier qu'on est là, on est disponible quand il va être prêt à parler. Puis, pour aider à désescalader les émotions, mais il y a toutes sortes de stratégies qui peuvent être faites. Peut-être que votre enfant va avoir besoin de prendre une pause seul dans sa chambre pour écouter de la musique. Peut-être qu'il va avoir besoin d'aller pratiquer un sport pour faire sortir son plein d'énergie, etc. Donc, c'est vraiment d'explorer qu'est-ce qui fonctionne avec votre enfant, qu'est-ce qui l'aide à se calmer. Troisièmement, c'est de parler à votre enfant de ses ressources. C'est qui les personnes autour de lui qui peuvent l'aider, qui ont une influence positive. C'est sûr qu'il y a certains amis, peut-être certains adultes, même parfois, malheureusement, qui ne sont pas fiables. Donc, c'est d'orienter l'enfant vers les personnes qui sont là pour le soutenir et que ça va être un soutien, en fait, significatif.
Vous pouvez aussi faire appel aux ressources internes de votre enfant, ses forces, ses intérêts. Tout ça, ce sont des stratégies que l'enfant peut utiliser pour bien gérer les émotions, puis aussi contrôler les symptômes qui pourraient être liés à un trouble de santé mentale. Ça peut être de jouer d'un instrument de musique, de faire du coloriage, encore là, pratiquer un sport, etc. Finalement, reflétez les moments où votre enfant est en contrôle. N'hésitez pas à souligner le cheminement de votre enfant, les petites réussites de votre enfant au quotidien. Par exemple, vous pouvez dire à votre enfant, t'as demandé de l'aide, je sais que ça t'a demandé du courage, mais bravo. J'ai remarqué tantôt quand tu étais fâché, tu es sorti, tu es allé prendre une marche, puis ça a l'air de t'avoir aidé, je suis fière de toi. De refléter ces choses-là à votre enfant va lui permettre de faire les connexions. Je me suis sentie comme ça, j'ai réagi de la sorte et voici les conséquences positives qui en ont découlé. Puis c'est comme ça qu'on va bâtir justement la boîte à outils de stratégies pour aider à gérer les émotions et les situations difficiles. Donc, on a une petite question quiz pour vous. Vicky, pas de choix de réponse. Oui. Est-ce que je vois le temps filer? Il est déjà 8h15. Je me demande si on devrait peut-être sauter la question quiz. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je vous dirais que la participation est encore très bonne. J'ai quelques questions encore à vous poser. Puis, je voulais mentionner aussi encore des gens qui lèvent la main. Inquiétez-vous pas, là, on ne va pas fermer nos ordinateurs dans 2 minutes. Donc, c'est ça, allez-y. Puis, je vais répondre aux questions tout de suite après. Puis, on va pouvoir terminer comme ça. Est-ce que ça vous va? Allons-y avec le quiz dans ce cas. Excellent. Donc, au niveau de la question quiz, il n'y aura pas de choix de réponse cette fois-ci. Vous pouvez simplement écrire un mot ou deux là, dans le clavardage pour nous parler d'activités que vous faites avec votre ou vos enfants pour prendre soin de sa ou de leur santé mentale et de la vôtre en même temps. Donc, c'est en fait un partage, un échange de stratégies qui pourraient être utiles, qui pourraient peut-être inspirer les autres parents présents ce soir là, à essayer avec leur enfant à la maison. Donc, on peut peut-être continuer. Là, pour répondre à ça. Puis, je sais pas si tu veux. On peut laisser une petite minute pour répondre à la question. Je sais pas si tu voulais ajouter ça. Oui, ou sinon, ce que j'allais proposer, c'est on peut peut-être continuer. Puis quand on voit là qu'il y a plusieurs réponses qui sont entrées, on peut peut-être faire un résumé de ce qu'on a reçu des participants. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. C'est bon, excellent. Parfait. Donc, on va continuer. Donc, je vais adresser peut-être quelques défis que vous avez peut-être déjà rencontrés ou que vous craignez de rencontrer en lien avec le soutien, là, avec la santé mentale. Le premier défi serait en fait le manque de temps. Tout le monde a une situation familiale qui est différente. Vous pouvez avoir un horaire de travail chargé, travailler de nuit, être un parent monoparental, avoir plusieurs enfants, avoir des enfants qui ont des besoins particuliers, etc. On a souvent l'impression de manquer de temps, le temps passe vite et on doit souvent jongler avec toutes sortes de choses à la fois. Par contre, c'est important quand même de prendre le temps avec son enfant parce que le temps investi dans le moment peut souvent faire toute la différence pour votre enfant dans cet instant-là, mais aussi à plus long terme. Par contre, c'est correct de ne pas toujours avoir le temps dans l'immédiat. S'il y a plusieurs choses qui retiennent votre attention, on comprend tout à fait. Vous pouvez simplement signifier à votre enfant que ce n'est pas possible d'avoir la discussion sur le moment. Par contre, ça vous tient à cœur, puis vous trouvez ça important et vous allez certainement trouver un temps pour discuter avec lui ou avec elle parce que justement, c'est important là, pour vous. Donc, je te vois, je te reviens, je ne t'oublie pas. Un deuxième défi pourrait être la difficulté d'écouter la douleur ou la souffrance. C'est pas facile d'entendre que quelqu'un va pas bien, particulièrement d'entendre que votre enfant est en détresse. Mais il faut s'imaginer ce que votre enfant ressent au quotidien. Comme on parle depuis tantôt, c'est important de créer cet espace sécuritaire-là pour que votre enfant puisse s'ouvrir, puisse s'exprimer. Parce que ce faisant, ça va ouvrir la porte justement à aller vers un soutien qui va être adéquat, qui va être efficace. Puis rappelez-vous que vous n'avez pas à rester seul avec ceci. Vous pouvez faire appel à de l'appui aussi comme parent pour pouvoir bien aider votre enfant. Un troisième défi pourrait être de vouloir sauver la personne. Ça va être une tendance naturelle, évidemment, chez l'être humain, particulièrement quand il s'agit de notre propre enfant. Par contre, à vouloir tout de suite rechercher des solutions, on va souvent sauter l'étape de l'écoute, puis pourtant, c'est la plus importante, l'étape de l'écoute. Donc,
parce que c'est l'étape, en fait, qui va permettre de valider l'émotion de l'enfant, puis justement ouvrir la porte à bien comprendre, puis à pouvoir accompagner l'enfant à travers tout ce cheminement qui doit être fait pour qu'il reçoive le soutien adéquat. Un autre défi pourrait être en lien avec penser à un manque de compétences de notre part. En tant que parent, on peut penser qu'on n'est pas outillé, comme on a vu par exemple tantôt dans la question quiz, penser qu'on n'est pas outillé, puis ça, ça peut freiner peut-être notre démarche. Par contre, comme on a vu depuis tantôt, souvent juste l'écoute va suffire. Donc, c'est important de se faire confiance, puis de faire confiance justement à ce qu'on peut apporter dans notre approche humaine, notre approche bienveillante envers notre enfant. Encore une fois, se rappeler qu'on n'est pas seul et qu'on peut toujours faire appel à des professionnels de la santé pour avoir un appui supplémentaire et vous êtes la bonne personne pour faire ce lien-là avec votre enfant. Un autre défi pourrait être de parler de sa situation personnelle. Ça, en fait, c'est un couteau à double tranchant. C'est sûr que c'est important de se centrer d'abord sur ce que l'enfant a à vous dire. De ne pas prendre toute la place. On ne vit jamais exactement la même chose. Puis en fait, ce que votre enfant vit dans le moment, mais c'est probablement pire que ce que vous vous apprêtez à lui partager, que vous avez vécu, parce que pour vous, c'est du passé. Donc, c'est important de lui laisser la place pour s'exprimer à ce moment-là. Vous pouvez certainement ouvrir la porte, puis dire à votre enfant que vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, que vous êtes ouvert à lui en parler si jamais ça l'intéresse, mais c'est important de lui laisser la place. Le fait d'utiliser cette technique-là, justement, de dire que vous avez déjà surmonté quelque chose de semblable pourrait éventuellement peut-être lui faire voir qu'il y a un avenir positif en tant qu'adulte. On a réussi à surmonter cette difficulté-là, mais dans le moment, c'est vraiment de se centrer sur le discours de l'enfant puis valider ses émotions. Finalement, un autre défi qu'on pourrait rencontrer, ça pourrait être le refus de votre enfant à s'ouvrir. C'est sûr qu'il faut d'abord trouver le bon moment pour le faire. Vous pouvez changer des idées avec votre enfant pour trouver de quelle façon et quel moment serait convenable, de quelle façon il serait à l'aise, en fait, d'avoir une discussion comme ça avec vous. Ça peut être gagnant, par exemple, pendant un déplacement en voiture parce qu'on n'a pas nécessairement un contact direct, visuel avec l'enfant. C'est peut-être moins gênant comme ça pour lui. Peut-être que votre enfant serait plus à l'aise de vous écrire un message juste pour initier du moins l'échange, puis poursuivre par la suite avec une discussion de vive voix en personne. Vous pouvez laisser une petite note sur l'oreiller de votre enfant pour lui dire « Tu peux venir me voir quand tu veux pour parler, je suis là pour toi ». Donc, il y a toutes sortes de petits trucs qui peuvent être utiles. Peut-être aussi au niveau de prêter attention à l'utilisation des mots. C'est sûr que si vous demandez à votre enfant quand et comment serais-tu confortable qu'on se parle versus veux-tu me parler, cette deuxième option-là laisse la porte à une réponse facile qui est le non. Alors que la première question ne laisse pas nécessairement cette option-là. Alors l'enfant n'a comme pas le choix de donner de l'information pour trouver un bon temps avec vous pour parler. Puis, c'est sûr que c'est possible que votre enfant ne soit pas à l'aise de parler de ce qu'il vit avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une relation positive ou significative avec vous, pas du tout. Il y a toutes sortes de raisons qui pourraient expliquer pourquoi il pourrait préférer parler à une personne neutre. Souvent, à l'adolescence, on va remarquer ça aussi, que les enfants vont préférer parler à une personne neutre, peut-être par peur que l'opinion de la personne significative soit teintée avec le récit de la situation vécue. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est accompagner votre enfant vers la recherche d'une personne neutre comme ça pour pouvoir lui offrir un soutien, une écoute qui va bien répondre à son besoin. Dernière petite chose, c'est de faire attention aussi à nos réactions comme parents quand on reçoit des confidences de notre enfant. C'est sûr que ça vient nous chercher émotionnellement. Par contre, si on a une réaction vive, si on démontre de la colère, ça peut peut-être amener de la réticence chez l'enfant de poursuivre la discussion ou d'en entamer une prochaine par la suite. Donc, pour poursuivre, on vous a mis quelques petites ressources, en fait, au niveau du réseau social des jeunes. Juste vous mentionner que souvent, quand il y a un problème relié à la santé mentale, le réseau social peut être fragilisé. Donc, c'est important encore plus de redoubler d'efforts pour pouvoir reconnecter les jeunes aux personnes significatives dans son entourage parce que ce sont des facteurs de protection, d'être bien entouré comme ça. C'est sûr que si le réseau social est fragilisé à ce moment-là, ça devient d'autant plus important de se retourner vers des ressources externes pour pouvoir offrir un bon appui, un bon soutien. La recherche démontre que les jeunes souvent vont être réticents à faire appel à des services en lien avec la santé mentale, parce qu'il y a des tabous qui sont reliés à ça, des stigmas négatifs, etc.
Toutefois, heureusement, il y a l'organisme Réseau Ado qui a créé une liste de ressources en santé mentale qui sont recommandées par les jeunes pour les jeunes. Donc, c'est vraiment des jeunes qui ont dit ça, c'est un bon service auquel faire appel. Vous voyez le lien qui vient d'apparaître à l'écran. Ça s'appelle Ma liste, ma santé. Donc, vous pouvez visiter ce site web pour voir là, vraiment des organismes qui offrent un soutien en santé mentale et qui sont recommandés par les jeunes. Il y a également le lien du nouveau site web éducatif du CECCE qui figure à l'écran. Vous allez voir une section bien-être et santé mentale. Dans la section parents, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de ressources, des sites web en lien avec la santé mentale pour avoir davantage d'informations, des idées d'activités, de choses à faire avec votre enfant là, pour appuyer encore une fois au niveau de la santé mentale. Donc, ce qui est à retenir, c'est que vous ne devez pas et ne pouvez pas faire cavalier seul. C'est sûr que s'occuper de son enfant en détresse, c'est éprouvant. C'est pour ça qu'on parle de travailler en équipe, l'importance de partager vos observations parce que vous êtes les yeux, de partager les interventions qui sont effectuées justement pour travailler de concert là, auprès de votre enfant. Puis encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez faire appel à des professionnels de la santé pour appuyer, que ce soit à titre préventif ou à titre d'intervention. Bien, merci beaucoup, Vicky. Écoute, je veux juste donner quelques petites réponses à votre sondage. Donc, on avait les jeux de société, je l'écoute beaucoup, prendre une marche, respirer, faire du vélo, lire ensemble, jaser un peu avant le dodo individuellement. Ça, je pense que c'est important. Ça fait que vous mentionniez au début. Activité extérieure, marche dans la forêt, écouter de la musique, danser, regarder un film. Donc, il y a vraiment plein d'activités qu'on peut faire avec eux. Je pense qu'on me dit qu'on va devoir boucler. Est-ce que je peux poser... Il y a 2 questions là, qui attendent depuis tantôt. Je ne sais pas si je peux me permettre. Ici, on me demande, est-ce qu'un trouble d'apprentissage tomberait dans l'état 4? Comment peut-on appuyer notre enfant pendant qu'on attend? L'attente est longue. Puis, tu as fait un petit peu, Cindy, je n'ai pas entendu la fin de la question. Oui. Est-ce qu'un trouble d'apprentissage tomberait dans l'état 4? Puis comment peut-on faire pendant qu'on attend de voir un psychologue? Parce que l'attente est longue. Vicky, t'as-tu... Oui, en fait, pour la question, le trouble d'apprentissage, un trouble d'apprentissage, c'est un diagnostic qui est posé. Est-ce que ça rentre nécessairement dans une maladie mentale? Ça, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas, Jacqueline, de ton côté, ce que tu en penses. Sinon, pour l'autre portion de la question au niveau là, de l'attente, c'est sûr que ce n'est pas évident. C'est sûr qu'on peut se buter là, à des listes d'attente. Par contre, il y a quand même des ressources, des organismes qui existent qui offrent un soutien là, de façon ponctuelle comme ça. Si on peut penser par exemple aux lignes de crise pour les enfants, les jeunes, familles de l'Est de l'Ontario, où est-ce qu'on peut téléphoner 24/7 pour parler à un intervenant pour avoir de l'appui immédiat. Il y a des endroits où est-ce qu'il y a des cliniques walk-in aussi pour avoir là, du soutien plus rapide. Donc, toutes sortes de ressources qui sont répertoriées d'ailleurs sur le site web éducatif du Conseil. Vous allez voir, il y a un lien où est-ce qu'on peut cliquer pour des ressources externes là, par secteur, donc selon le secteur où vous résidez. Et il y a une panoplie de ressources différentes et vous voyez un petit peu le descriptif de chacune de ces ressources-là auxquelles vous pouvez faire appel. Puis, je pense qu'encore une fois, comme mentionné, c'est l'important, si on parle d'un trouble d'apprentissage, c'est vraiment de communiquer, de travailler en collaboration avec l'école pour mettre en place un plan le plus efficace possible. Donc, c'est vraiment de ne pas essayer à naviguer ça seul. Parfait, merci les filles. Écoutez, je vais juste au niveau, je sais que j'ai une question spécifique au niveau du COVID, mais je sais qu'au niveau du conseil, on a probablement une ressource déjà par rapport à ça. Comment ça peut affecter les enfants, les symptômes, les stratégies. Je ne sais pas si avec la présentation, on ne peut pas envoyer la réponse à cette question-là parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'avoir en tête. Comme ça, on pourrait y répondre de façon générale. Oui, si je ne me trompe pas, il me semble que, encore une fois, sur le site web du Conseil, là, dans la section bien-être santé mentale, il y a un lien aussi là, plus spécifiquement par rapport à toute la question là, de la COVID-19.
Puis, il y a plusieurs des organismes aussi là, qui consacrent là, une portion de leur site Internet pour parler spécifiquement là, de la santé mentale en lien avec cette situation-là aussi. Au niveau d'envoyer des ressources spécifiquement, je ne sais pas si ça va être possible là, avec la présentation comme telle, mais certainement qu'on peut en discuter pour voir s'il y a moyen d'ajouter ou de bonifier ce qu'il y a comme information déjà sur le site du conseil. Parfait. Bien, écoutez, les filles, on a déjà dépassé largement. Vraiment, chers parents, vous êtes encore plusieurs à être encore. Le temps qui est dépassé. Écoutez, les filles, vous avez été vraiment inspirantes. Moi, ayant des enfants, j'ai vraiment adoré votre présentation. Comme parents, c'est pas toujours évident. Puis, j'ai vraiment aimé l'idée de créer un espace sécuritaire pour nos enfants, briser les tabous. Donc, ce que je retiens beaucoup dans tout ça, c'est vraiment la communication qui est essentielle entre nous et nos enfants. Donc, puis, merci à tous. Puis, je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'avoir passé la soirée avec nous. Merci beaucoup. Puis n'oubliez pas de prendre soin de vous. On vous a mis une diapositive justement avec des ressources s'adressant spécifiquement aux parents. Vicky, ça l'a coupé. Je pense que ton micro. Est-ce que tu veux répéter ce que tu te dis à la fin? Oui. Ben, en fait, je disais merci beaucoup d'avoir participé à notre webinaire. Puis la dernière diapositive que vous voyez à l'écran sont des ressources qui s'adressent spécifiquement aux parents. Donc, n'hésitez pas, chers parents, de faire appel à ces ressources-là au besoin pour vous appuyer là, dans votre soutien envers votre enfant, mais pour vous-même aussi, pour vous ressourcer. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci.